Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Elle refuse la fatalité des accidents et de l'insécurité routière. Nora Guité œuvre au sein du programme VIA ou Éducation mondiale à la sécurité routière pour une nouvelle génération. Un dispositif clé pour améliorer la prise de conscience des plus jeunes face aux risques sur les trajets école-domicile. Elle est notre invitée du jour. Je pense personnellement que si tout le monde travaille ensemble et que nous nous concentrons uniquement sur l'Afrique, je pense qu'avec 50% d'accidents au moins, l'objectif du plan mondial peut être atteint. Des veuves qui refusent les brimades et l'expropriation, certaines femmes de Pointe-Noire sont bien décidées à se battre contre les préjugés rencontrés à la mort de leur mari. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade? Un service d'ambulance gratuit pour les plus démunis et les victimes d'attentats à Mogadiscio. Ce médecin somalien est parvenu à réaliser un projet unique pour aider ses concitoyens. Nous avons commencé ce service en 2006, au moment où il y en avait besoin. De nombreuses personnes mouraient à l'intérieur du marché de Bakaro, à Mogadiscio, ou dans d'autres villages de Mogadiscio. Dans plusieurs pays d'Afrique, devenir veuve est souvent le début d'une terrible déchéance émotionnelle et financière. Rites humiliants, brimades de la belle famille ou même expropriation, la vie de nombreuses veuves ressemble à une punition. La situation est exacerbée par l'ignorance des droits et l'esprit de fatalité des victimes. Mais à Pointe-Noire, un groupe de femmes a commencé un lent travail de réflexion pour faire évoluer les mentalités. Regardez. Devenir veuve au Congo est le plus souvent le début des injustices inimaginables, avec notamment la disparition de fait de tous les droits. La veuve est souvent expulsée du domicile conjugal, les biens confisqués, elle est même privée de la pension de son défunt époux. Clémence Goma l'a appris à ses dépens. Ils m'ont privé de la pension de mon mari. Ils me tournent en dérision, soi-disant que je ne peux plus en bénéficier du fait des procédures compliquées. Je ne suis pas dupe, je suis pourtant mariée, officiellement, traditionnellement. Et où était-il lorsque pendant 7 ans je supportais mon mari malade? Au Congo, le mariage civil est obligatoirement précédé du mariage traditionnel ou coutumier. Le mariage traditionnel est fondé sur la dot, mais bien qu'elle soit plafonnée à $100 par la loi, le mariage coutumier est devenu de plus en plus coûteux. Pour la cérémonie de demande en mariage, le prétendant peut dépenser jusqu'à $10 000 du fait de nombreux cadeaux, d'une enveloppe destinée à la belle famille et de la réception des convives. Beaucoup de jeunes redoutent ainsi cette cérémonie préalable au mariage civil et s'installent de fait dans un concubinage à durée indéterminée. Comment quelqu'un peut vivre avec la fille d'autrui 15-20 ans sans l'emmener à la mairie? Ou on supprime l'obligation d'abord de doter, et on va à la mairie et on vient faire la dot. Donc, c'est ce que dit le code de la famille. Il faudrait qu'un des parents certifie que la dot se fera après le mariage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne dit pas d'abord dotez-vous avant d'aller vous marier. On dit vous pouvez aller vous marier à la condition qu'il y ait une attestation que les mariés donc, viendront célébrer leur dot. Or, nous avons inversé tout cela. La famille du marié a du mal à accepter ces dépenses excessives destinées à l'organisation de la fête, les divers cadeaux et de l'enveloppe offerte à la belle famille. Elle attend souvent le moment opportun pour se venger. Face à la multiplication des abus contre les veuves, Jessica Ngoma a eu l'idée de créer le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre. C'est une association de juristes femmes. Elle s'emploie à lutter contre ces injustices au Congo par la sensibilisation et le plaidoyer. La femme ne devrait pas perdre ses droits. Et effectivement, cela veut tout dire et cela nous interpelle. Parce que nous avons souvent l'impression que lorsque la dame enterre son mari, elle enterre ses droits avec. Et c'est assez aberrant
en plein 21e siècle où nous sommes. Parce que pour cause, il y a encore des lois qui existent, mais qui malheureusement ne sont pas toujours appliquées comme il se doit. De fait, le droit à la propriété, à l'héritage sont prévus par la Constitution. Pourtant, ils échappent encore aux veuves qui rechignent à revendiquer devant les tribunaux par peur des représailles ou alors par ignorance. La situation des femmes en concubinage ayant perdu leur conjoint est plus préoccupante. Elles ne peuvent profiter d'aucune protection légale pour hériter de leur défunt conjoint. Et ce statu quo est bien ancré dans les mentalités au Congo. Une femme qui se fait appeler veuve et qu'on considère qu'elle doit être mariée officiellement et l'État doit lui reconnaître pour la remettre dans ce droit. Elle doit être mariée. Ce n'est pas une femme qu'on a mariée seulement coutumièrement. Le groupe de réflexion et d'action contre les violences basées sur le genre accompagne au quotidien de nombreuses veuves et femmes devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Au-delà de l'accompagnement juridique, ces juristes visent aussi l'autonomisation économique des veuves. Créer une coopérative des veuves pour qu'elles puissent travailler ensemble, s'encourager, s'entraider et surtout avoir de l'argent du fait de leurs activités. C'est là cette question d'autonomisation de la femme et nous sommes vraiment en train d'encourager toutes les femmes à penser à être autonomes, à trouver des formules pour être autonomes. Plusieurs experts estiment que la dot autrefois symbolique s'apparente à une marchandisation de la femme et qu'elle est un frein au mariage légal au sein de la société congolaise. Peut-être faudrait-il lui restituer sa valeur symbolique pour éviter les tensions familiales et rendre aux femmes leur dignité. Le prochain défi du groupe de réflexion est d'intensifier son lobbying auprès du gouvernement et des députés pour bousculer la léthargie ambiante qui entoure ce sujet sociétal complexe. C'est le moment de retrouver notre invitée Nora Guité que j'ai interviewée le mois dernier à Yaoundé lors de l'événement Moving on Impact consacré à la mobilité durable. Cette représentante du leader mondial de pneumatiques Michelin est engagée dans la sécurité routière et cela tombe bien puisqu'en 2019, Michelin, Total Energy et les Global Road Safety Partnership ont joint leurs efforts pour fonder le programme VIA, consacré à l'éducation à la sécurité routière. J'ai commencé par demander à Nora Guité comment avait débuté cette prise de conscience chez les industriels. Bonjour Nora Guité, vous êtes responsable de mobilité sûre, groupe Michelin, et vous œuvrez pour la fondation Michelin également. Pourquoi la sécurité routière est-elle une priorité pour Michelin et la fondation ? Good morning everyone. Thank you, Asha. Bonjour à tous, merci Asha. Je m'appelle Nora Guité du groupe Michelin. Comme vous le savez tous, Michelin est une entreprise de fabrication de pneus. Nous nous occupons de ce sujet de la mobilité sûre depuis de très nombreuses années. Le sujet de mobilité sûre est très important pour Michelin car il est lié à la vie. Nous nous soucions de la vie des autres. Nous avons commencé par notre produit, qui est le produit de sécurité dans une voiture ou dans une moto. Vous verrez les pneus qui sont très importants. C'est le seul objet qui touche réellement le sol. C'est pourquoi il est très important d'avoir un véhicule en bon état, ou dans ce cas, un pneu en bon état, car vous risquez d'avoir un accident. En ce qui concerne l'importance de la mobilité sûre en général, Michelin s'y intéresse beaucoup car nous nous soucions des gens, de nos clients, de nos utilisateurs et de toutes les personnes qui nous entourent, même nos employés. Ainsi, lorsque nous parlons de mobilité sûre, nous ne parlons pas seulement de la sécurité routière elle-même. Le champ d'application s'élargit de plus en plus dans le sens où nous ne parlons pas uniquement de l'industrie automobile, nous parlons au-delà de cette industrie. Cela signifie également que nous devrions tous travailler ensemble pour réaliser ce que l'on appelle le plan mondial. En quoi consiste ce plan mondial ? That's a good question.
Oh, c'est une bonne question. Le plan mondial est en fait un plan détaillé. Il est fait ou préparé par les Nations Unies et c'est en fait notre base pour voir quoi, comment et qui doit être impliqué dans ce plan de sécurité routière. How and who should be involved in this road safety plan. Yeah? And it's intended for all. Oui, et il est destiné à tous, qu'il s'agisse du gouvernement national ou local et même des parties prenantes. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du plan mondial, nous entrons maintenant dans la deuxième décennie d'action. Tous les 10 ans, les Nations Unies fixent une cible, un objectif. Il y a 10 ans, l'objectif était un accident zéro, ce qui n'est pas arrivé. Zero accident, which didn't happen. Personne ou aucun gouvernement dans le monde ne peut atteindre cet objectif de zéro accident dans son pays. Donc maintenant, pour le deuxième ticket d'action, nous avons un objectif un peu différent, mais aussi stimulant, qui est en fait la réduction d'au moins 50% des accidents et des décès. Au moins 50% des accidents et des décès sur la route. C'est donc un message très clair avec la question « Qui doit le faire ?» Alors tout le monde. Alors que le nombre de morts dans les accidents de la circulation de la route dans le monde reste à un niveau inacceptable, 1,35 million de personnes chaque année, un objectif ambitieux de réduire de moitié le nombre de personnes tuées et blessées sur les routes d'ici 2030 a été inscrit dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Est-ce réalisable? Qu'est-ce qui doit être fait? Dans le plan mondial lui-même, il y a 3 questions que nous devons avoir comme directive. Donc, quelle action doit être faite? Comment la faire et qui doit la faire? How to do it and who shall do it. Then when it comes to the who, pour ce qui est du qui, ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit le faire, mais aussi le secteur privé, les agences des Nations Unies et la société civile. And then civil society. And when it comes to the civil society, et quand on parle de la société civile, cela inclut les ONG et les universités. Le plus important est en fait la jeunesse qui doit être impliquée, car elle est la plus vulnérable de l'écosystème. Enfin, le dernier groupe est celui des bailleurs de fonds. Si la situation est préoccupante partout dans le monde, ne l'est-elle pas encore plus ici, sur le continent africain? Quels facteurs pourraient expliquer cette situation? Sont-ils sociétaux, économiques, technologiques? Yes, that's right. Oui, c'est vrai. Les facteurs que vous avez mentionnés préoccupent tout le monde et cela figure également dans le plan mondial. Oui. That's also stated actually in the global plan. What are the concentration? Quelle est la concentration? Comment le faire? Vous savez, au niveau de la mise en œuvre. En fait, il y a 7 aspects que nous devons prévoir. D'abord, bien sûr, le financement lui-même. Nous devons nous assurer qu'il y aura un financement pour les actions, puis les politiques de cadre juridique dans le pays doivent être mises en place, ce qui est évident. The legal framework, policies in the country needs to be in place. Which is obvious. And then, ensuite, la gestion de la vitesse, le renforcement des capacités, en particulier pour les gestionnaires ou les personnes qui doivent comprendre ce que signifie la sécurité routière et la perspective de genre. Gender perspective. Vous savez, la différence entre les hommes et les femmes, c'est aussi important pour atteindre l'objectif d'un plan mondial et de la technologie. Le dernier point est en fait l'objectif de ce plan mondial. Il s'agit des pays à revenus faibles et intermédiaires. Cela signifie l'Afrique. C'est l'une des régions sur lesquelles se concentre ce plan mondial. Pour en revenir au plan mondial, nous devons savoir ce qu'il signifie en termes d'objectifs. L'objectif est encore une fois la réduction de au moins 50% des accidents, des décès et des accidents mortels.
Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Je vous emmène maintenant dans la corne de l'Afrique, en Somalie, un pays confronté à l'incertitude politique et aux attaques terroristes. Un homme a décidé de prendre une initiative inédite et de changer la vie de nombreuses personnes. Face à la violence dont les civils sont souvent la cible, le docteur Abdulkadir Abdirahman Adan a mis sur pied un service d'ambulance gratuit pour venir en aide à ses concitoyens pris dans une situation d'urgence. C'est un reportage d'Abdirahman Hussein à Mogadiscio. Regardez. Basée à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, Ambulance Amin est un service d'urgence médicale gratuit 24 heures sur 24. Géré par une équipe de bénévoles, ce service répond aux urgences médicales, en particulier aux attentats à la bombe, et transporte gratuitement les victimes vers diverses installations médicales à Mogadiscio. À l'origine de cette initiative, le docteur Abdulkadir Abdirahman Adan, frappé par la violence meurtrière déclenchée par le groupe militant Al-Shabaab, il a lancé ce service d'ambulance gratuit à Mogadiscio avec l'aide de quelques amis en réponse à l'aggravation des urgences médicales dans la ville. Nous avons commencé ce service en 2006, au moment où il y en avait besoin. De nombreuses personnes mouraient à l'intérieur du marché de Bakaro, à Mogadiscio, ou dans d'autres villages de Mogadiscio. Les gens avaient l'habitude de transporter une brouette de la scène des violences jusqu'à l'hôpital. Parfois, ils mouraient en chemin. Alors je me suis demandé, comment pourrais-je aider? Mon équipe et moi avons lancé ce service d'ambulance gratuit et nous l'avons appelé Amin. Abdulkadir Abdullah Abdi, chauffeur chez Amin Ambulance pendant près d'une décennie, dit aujourd'hui qu'être d'astreinte 24 heures sur 24 n'est cependant pas une mince affaire. Je suis arrivé à Amin Ambulance en 2013. Nous travaillons dans des conditions très difficiles et nous sommes d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les cas d'urgence comme les personnes blessées dans les attentats à la bombe, les accouchements, et pour toute personne ayant besoin d'une aide d'urgence comme quelqu'un qui fait de l'hypertension à minuit chez lui. Amin Ambulance est prête à aider les habitants de la ville de Mogadiscio. Le pire scénario que j'ai eu était l'explosion du 14 octobre 2017 au carrefour de Zobé à Mogadiscio. J'ai été traumatisé quand j'ai vu quelqu'un que je connaissais brûler et crier à l'aide, mais je n'ai pas pu m'approcher à cause de l'énorme incendie aux alentours de l'endroit. Ce fut une journée très émouvante. Contrairement aux autres services d'ambulanciers de la ville, Amin Ambulance offre des services gratuits à ses clients. Le fournisseur s'appuie sur les contributions de sympathisants, y compris la communauté des affaires, les étudiants ou les particuliers. Le service d'ambulance est financé par la communauté somalienne, des hommes d'affaires somaliens. Lorsque nous allons dans des écoles, des entreprises ou des universités, nous demandons aux étudiants de contribuer $1. Chaque dollar sauve une personne. Donc il y a tellement de gens du business qui sont prêts à financer. Maintenant, en 2021, il y a une campagne de financement qui va bientôt commencer. Amin Ambulance est non seulement bénéfique aux membres du public, mais aussi aux hôpitaux qui dépendent du service lors de situations d'urgence. Pour le docteur Mustafa Youssouf de l'Académie de médecine et d'imagerie de Mogadiscio, le service d'ambulance gratuit joue même un rôle crucial. Amin Ambulance nous permet de transporter des cas d'urgence de la maison à l'hôpital, tels que les femmes enceintes, sans aucun frais. Amin nous aide également à transférer les patients vers d'autres hôpitaux, car ils disposent d'un personnel bien formé et fournissent les soins nécessaires pendant le transport. Amin aide les femmes enceintes qui se rendent dans les hôpitaux de la ville lorsqu'elles ont besoin d'un examen supplémentaire en dehors des cliniques de leur région. Ils amènent ces personnes à notre hôpital pour des besoins supplémentaires, comme les ultrasons pour les femmes enceintes, et il s'occupe des cas nécessiteux avec un traitement médical et des conseils. Fatima Nor est enceinte de 5 mois et aveugle. Incapable de payer le taxi ni de parcourir à pied la distance, elle a appelé Amin Ambulance qui a répondu rapidement. Je suis venue dans un centre de santé publique du district Odan pour des examens et le médecin m'a envoyé pour des examens par ultrason. J'ai appelé l'ambulance Amin pour qu'elle m'emmène car je ne pouvais pas marcher jusqu'à l'hôpital parce que je suis aveugle et enceinte de 5 mois. Ils m'ont transportée gratuitement. Je les remercie.
Saro Ali, actuellement en convalescence dans un hôpital de Mogadiscio, partage avec Fatima un point de vue similaire sur Amin Ambulance. Je remercie vraiment Amin Ambulance de m'avoir emmené de chez moi à la périphérie de la ville à cet hôpital gratuitement. Je n'ai pas pu payer un taxi, mais il nous aide à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations d'urgence. Mais dans une ville où les intérêts privés ont des racines profondes, l'exploitation d'un service gratuit est vouée à se heurter à une multitude de défis. Le docteur Abdoukadir signale cependant que la sécurité est l'un des principaux défis auxquels son équipe est confrontée. D'après mon expérience de 15 ans dans le service d'ambulance gratuit en Somalie, le principal défi auquel nous sommes confrontés depuis que nous avons commencé jusqu'à présent est celui de la sécurité. La finance est également un autre défi, et même lorsqu'il n'y a pas de revenus, au moins nous continuons à opérer en payant de nos poches. Ou alors nous sollicitons des hommes d'affaires ou toute autre personne, mais pour la sécurité, nous n'y pouvons pas grand-chose, et avec laquelle nous ne pouvons pas jouer. Mogadiscio est toujours régulièrement confronté à la violence, et les services tels qu'Amin contribuent grandement à soulager cette ville blessée par ces assauts quotidiens. Nous retrouvons Nora Guité qui nous parle de sa mission pour favoriser l'éducation des plus jeunes à la sécurité routière en Afrique, un continent où 85 000 enfants sont tués ou blessés sur la route chaque année. Écoutons-la. En Afrique, la mobilité est synonyme de revenus pour beaucoup. C'est parfois une question de survie. La sécurité n'est pas une priorité. Comment percevez-vous ce sujet? Oui, c'est la réalité de la vie. D'une manière ou d'une autre, nous pouvons voir que dans les pays à revenus moyens inférieurs, les gens ont besoin de manger. Je peux le comprendre, vous savez, mais encore une fois, si quelque chose leur arrivait, ils ne pourraient même pas trouver un emploi, ils ne peuvent même pas continuer leur vie. C'est la fin. Donc, encore une fois, c'est une conséquence que nous devons voir. Nous créons donc un partenariat stratégique mondial. Cela signifie pour nous que nous travaillerons avec les agences des Nations Unies, les ONG et le secteur privé. Et comment nous le faisons? Nous le faisons en établissant des partenariats avec eux dans différentes régions, en particulier dans les pays à faible revenu intermédiaire. Nous avons identifié l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Et comme nous avons mentionné plus tôt que c'est avec le secteur privé, nous avons nos partenaires dans les secteurs privés. Par exemple, en Afrique, nous travaillons avec la fondation Total Energy. Et nous avons créé le programme éducatif VIA. Nous l'avons déployé dans de nombreux pays d'Afrique et nous sommes préoccupés par le fait que l'éducation est la base pour éviter les accidents. Les connaissances de base que les enfants devraient avoir dès leur plus jeune âge. Et les jeunes dans tout ça, sont-ils une population à haut risque? Comment les abordez-vous? Bien sûr, c'est évident. Vous savez, les enfants, ils sont les plus vulnérables. L'âge de 5 à 29 ans, c'est l'âge où les accidents peuvent leur arriver. Qu'ils soient dans un véhicule avec leurs parents ou qu'ils marchent dans la rue et soient écrasés par des véhicules ou des choses comme ça. À Michelin, nous travaillons avec une ONG, Yours, ou Les Vôtres en français. C'est un groupe de jeunes du monde entier qui se sentent concernés par la sécurité routière dans leur environnement. Ils ont donc décidé d'agir en revendiquant ce qu'on appelle notre espace. Et c'est une sorte de plaidoyer. Ils aimeraient être entendus par le gouvernement ou par leur gouvernement local. Ainsi, de cette façon, ils donnent leur avis. Ils essaieront de faire quelque chose avec les entités locales afin d'améliorer la situation de la sécurité pour eux et aussi pour les gens en général. On a parlé de jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes usagers et conducteurs, n'est-ce pas? Ne devrait-il pas s'agir d'éducation à un très très jeune âge? Que font Michelin ou la Fondation à ce sujet?
En fait, la Fondation Michelin et la Fondation Total Energy ont mis au point un projet commun, le programme éducatif VIA. A common project, the so-called VIA Educational Program. This is an innovative and active, creative. Il s'agit d'une méthodologie innovante et créative pour enseigner la sécurité routière aux enfants de 10 à 18 ans. Notre cible est encore une fois les pays à revenus faibles et moyens. It's again low and middle income countries. There are many kinds of subjects. Il existe de nombreux sujets que nous pouvons aborder avec les enfants en fonction de la région. Depending on the area, when there is no public transport. Lorsqu'il n'y a pas de transport public, par exemple, nous enseignons aux enfants la marche à pied. Car même dans certaines régions du monde ou même en Afrique, il y a moins de véhicules. Mais ils marchent partout dans la rue. Non, il y a une règle à ce sujet. Vous savez, la règle de base que chaque personne ou chaque enfant doit connaître afin d'éviter tout accident. Donc ce genre de méthodologie, je pense qu'elle est très efficace et facile à mettre en œuvre. Je pense que nous devrions l'avoir partout. Alors dites-nous davantage sur ce programme éducatif. Le programme éducatif VIA pour la sécurité routière, c'est en fait le nom complet de ce programme. VIA, ce n'est pas une abréviation, ça vient juste du mot VIA. L'éducation peut passer par n'importe quelle autre forme. Nous utilisons le mot du programme éducatif pour la sécurité routière parce que ça peut être n'importe où. Il peut aller partout. Vous savez, maintenant, l'objectif de VIA ou l'ambition de VIA est très importante. Nous voulons que de plus en plus d'enfants aient la possibilité d'apprendre la sécurité routière grâce à ce module. Nous voulons que chaque enfant dans le monde fasse l'expérience de la méthode éducative de VIA. En dehors de cela, nous avons également une autre solution qui est en fait la durabilité de la sécurité routière, l'éducation. Comment pouvons-nous y parvenir? Nous devons travailler avec le gouvernement. Quand c'est déjà dans le programme, l'obligation de toutes les écoles est celle de délivrer cette éducation aux enfants et pour les enfants, de la recevoir et de la mettre en œuvre par eux-mêmes. Nora, ma dernière question. Quels sont vos espoirs pour l'avenir en matière de sécurité routière en Afrique? Nous espérons et je pense personnellement que si tout le monde travaille ensemble et que nous nous concentrons uniquement sur l'Afrique, je pense qu'avec 50% d'accidents au moins, l'objectif du plan mondial peut être atteint. Et ceci est important. Les pays d'Afrique ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de l'implication de toutes les parties prenantes. Oui, et ils ont donc besoin de nous. J'espère que nous pourrons contribuer à la réduction de 50% des accidents en Afrique, mais ce n'est pas seulement 50, peut-être jusqu'à 0%. Et c'est le plus grand défi pour tout le monde. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Nora Guité ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.